De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Chia, Samuel Gambok et Gracien Okindikiza. Tout de suite, le dossier du jour. La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique est une réelle préoccupation. L'inégale répartition des ressources et le problème de l'accès à l'eau potable sont autant de problématiques qui s'imposent au gouvernement, d'où la recherche de nouveaux mécanismes et politiques en faveur d'une meilleure gestion de l'eau. Deogracias Podo. Face à la crise mondiale de l'eau, la gestion intégrée des ressources hydriques se présente comme une solution à l'accès à l'eau potable en Afrique, notamment dans les zones reculées. La maîtrise et la gestion de l'eau sont des facteurs essentiels du développement humain sur le continent. L'eau douce, ressource fragile et non renouvelable, est donc indispensable à la vie, au développement et à l'environnement. Selon le principe de Dublin, la bonne gestion des ressources en eau exige une approche globale qui concilie développement socio-économique et protection des écosystèmes naturels. Ainsi, la gestion et la mise en valeur des ressources en eau doivent associer usagers, planificateurs et décideurs à tous les échelons. L'Afrique dispose en réalité d'un potentiel hydraulique assez important. En effet, le continent compte 17 grands fleuves et une centaine de lacs auxquels s'ajoutent plusieurs dizaines de rivières. Les précipitations annuelles en Afrique totalisent environ 20 360 km3 d'eau, soit une moyenne à l'échelle du continent de 678 mm de pluviométrie. L'accès à l'eau fait partie des axes prioritaires des gouvernements. Pourquoi l'accès à l'eau reste une problématique épineuse sur le continent ? Quel bilan faire de la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique ? Au Burkina Faso, le problème de la rétention des eaux pluviométriques persiste malgré les efforts des autorités. Le pays serait globalement aujourd'hui en situation de pénurie, avec une quantité d'eau mobilisable de 850 m3 par an et par habitant, alors que le seuil de pénurie est généralement évalué à 1000 m3. L'accès à cette ressource vitale dans un pays où le climat est sec et peu pluviométrique est un enjeu de taille. Nous sommes confrontés à la difficulté de mobiliser l'eau de surface qui tombe sur 3 à 4 mois de saison de pluie et qui puisse être dans des barrages périns qui peuvent couvrir toute l'année. Donc, il y a quelques grands barrages, mais ces grands barrages ne peuvent pas, au vu des difficultés de mobilisation, permettre de mettre des grands adducteurs pour couvrir tout le pays. Pour faciliter l'accès à l'eau potable au Burkina Faso, l'Office national de l'eau et de l'assainissement a été mis sur pied. Plusieurs techniques modernes sont utilisées pour approvisionner les populations en eau potable. Nous, au sein de la station, nous avons des analyses qui se font périodiquement à chaque heure. Nous avons ce qu'on appelle le laboratoire central de l'ONEA, qui est logé au sein de la station de Pasfanga, qui est une unité à part, qui intervient sur toutes les stations de traitement de l'ONEA, qui passe prélever l'eau, qui fait ses analyses. Le problème des infrastructures en eau se pose avec acuité sur le continent. Les installations, pour la plupart, datent de l'époque coloniale. Faute d'entretien et rattrapée par la vieillesse, la qualité de l'eau distribuée est souvent réduite. C'est pourquoi dans les grandes villes, et selon le statut social, certains citoyens optent plutôt pour l'eau minérale conditionnée par les entreprises privées. Ils estiment que la qualité de l'eau qui arrive au robinet a souvent un dépôt considérable de calcaire, donc nocive pour la santé. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, il est souvent nécessaire de filtrer ou de faire bouillir l'eau avant toute consommation. Même dans les grandes villes, les coupures d'eau sont récurrentes pour ceux qui ont accès à l'eau. Il y a toujours des coupures. Et l'eau ne sort pas. Or, l'eau, c'est la vie, on a besoin d'eau pour tout faire. Quand il y a pénurie d'eau, les tenanciers du forage nous vendent la bassine à 200, 300, voire 400 francs CFA. Et c'est trop cher. C'est vraiment pénible pour nous, les habitants de Bolo, car nous utilisons beaucoup d'eau parce que nous sommes dans la fabrication de jarres en terre. L'inégale répartition des ressources en eau sur le continent est une question qu'il faut également régler. D'où l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique par les gouvernements. En décembre 2014, un mémorandum a été signé entre le Ghana et le Togo. Il porte sur la construction d'une canalisation qui assurera le transport de l'eau potable de la Volta intérieure à la capitale togolaise, Lomé. La mise en œuvre de ce projet d'intégration est prévue pour 2016. Nous achetons l'eau brute à l'ONEA. Ce qu'on appelle l'eau brute, c'est de l'eau potable. Donc à partir de gros compteurs à l'entrée de notre réseau.
Et nous achetons l'eau brute à 230 francs à l'ONEA et nous revendons donc à 250 francs au niveau des bonnes fontaines. Au niveau des branchements particuliers, c'est-à-dire les branchements à domicile, ce sont les mêmes tarifs qui sont appliqués comme à l'ONEA. Selon une récente étude, avec 3 931 km3 de ressources en eau, la région de l'Afrique centrale est la mieux dotée avec 48% des ressources du continent pour seulement 18% de sa superficie. Le golfe de Guinée détient 24% du potentiel hydrique du continent. En revanche, la région de l'Afrique du Nord est la plus désavantagée avec moins de 1% des ressources en eau, alors qu'elle représente 19% de la superficie du continent. Les actions des États à travers les projets communautaires et transfrontaliers veulent contribuer à l'équilibre dans la gestion des ressources en eau sur le continent. De mon point de vue ici, on accompagne les élus locaux à développer des solutions appropriées en tenant compte des réalités des différentes communes. Je pense qu'on pourrait faire un bond significatif en matière d'accès à l'eau potable. Les populations locales ne sont pas toujours mises à contribution dans le cadre des politiques publiques de distribution d'eau potable. Hormis l'Afrique du Sud et la Namibie, les taux de desserte demeurent faibles, inférieurs à 41% en moyenne, à peine supérieurs à 55% dans les grandes villes, de plus d'1 million d'habitants. Dans les villes et les villages, la priorité des populations reste l'accès à l'eau potable. Les nouvelles politiques de décentralisation et la gestion intégrée des ressources en eau viendront sans doute faciliter le vécu quotidien des populations sur le continent. Samuel, que vous inspire la formule de gestion intégrée des ressources en eau ? La gestion intégrée des ressources en eau est une très bonne chose à partir du moment où on a relevé ici déjà hier le déficit ou les problèmes capacitaires que les États ont pour financer l'accès à l'eau à l'ensemble des populations. Donc la gestion intégrée fait appel à la fois à plusieurs acteurs et la planification de la politique publique en la matière devient beaucoup plus efficace parce qu'elle fait appel à plusieurs acteurs qui peuvent chacun apporter une contribution, soit en termes de formation, soit un soutien technique auprès des populations pour assainir l'eau à laquelle elles peuvent avoir accès. Donc c'est une très bonne chose de parler de gestion intégrée, c'est une très bonne chose de parler de gestion participative, mais encore faut-il planifier tout cela à la fois au niveau national, mais au niveau international. Il faut déjà au niveau national que les cadres de concertation intersectorielle et interministérielle puissent intégrer la question des problèmes d'accès à l'eau potable ou des ressources en eau comme une priorité nationale. Et à ce moment, que les ministères des Finances, que les ministères en charge de la planification, de la programmation du développement, que les ministères de l'économie soient associés et que les ministères en charge des eaux et des forêts puissent ensemble mettre en mouvement les moyens dont ils disposent de façon cloisonnée pour gérer déjà ce problème. Si au niveau national, ce cadre de concertation intersectorielle arrive à un niveau optimal, à ce moment, on peut l'étendre au niveau régional. Et à ce moment, la participation de tous les États est nécessaire. Il y a des États qui vont certainement avoir la possibilité d'apporter plus de moyens parce qu'ils dépendront des ressources en eau que d'autres pays ont. Ce qui est très choquant et très frappant et très alarmant d'ailleurs, c'est de constater qu'il y a des pays qui sont à très forte pluviométrie, des pays qui ont des ressources en eau inestimables et qui rencontrent parfois les problèmes, la problématique de l'accès à l'eau de la manière la plus criarde que des pays qui sont à faible pluviométrie et qui ont un problème d'accès à l'eau sur le plan naturel. Donc, l'Afrique centrale, le golfe de Guinée, la plupart de ces États vivent exactement les mêmes réalités, alors qu'il y a des pays qui sont moins dotés en ressources en eau, qui se débrouillent nettement mieux que ceux qui sont dotés en eau potable, alors qu'on parle très souvent des régions qui sont très appauvries. On parle d'une intégration économique qui est au ralenti, on parle de l'absence de spécialisation. Les pays qui ont des ressources en eau en abondance peuvent se spécialiser sur la production de l'eau potable et la commercialiser à l'échelle régionale, voire à l'échelle du continent. Alors que fait-on face à ces inégalités de ressources en eau ? Ce sont surtout les politiques des pays, ce sont les pays qui doivent en fait agir, essayer de trouver des solutions. Mais en principe, il y a deux problèmes qui s'opposent au niveau des ressources en eau.
Il y a d'abord le problème, il y a des pays, comme il vient de le dire Samuel, des pays qui ont de l'eau. On peut parler de pays comme le Congo-Brazza. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de réserves, mais c'est le pays où Brazzaville, c'est la capitale qui manque le plus d'eau. Alors qu'il y a des réserves, cela veut dire qu'il manque des infrastructures pour, disons, ramener l'eau à l'état, disons, d'utilisation, à l'état potable, dans les hôtels, partout, dans les ménages, dans les quartiers. C'est ça le problème qui manque. Donc c'est le premier problème. Il y a des pays qui ont des problèmes d'eau, tout simplement, il y a une faible pluviométrie, mais qui peuvent aussi avoir de l'eau. C'est question aussi de la gestion. Parce que l'eau, en principe, dans les pays même où il ne pleut pas beaucoup, il ne faut pas que l'eau... On a des terres souvent qui sont sèches et souvent solides. Quand la pluie tombe, l'eau coule directement sans s'infiltrer dans le sous-sol. Donc, ce qui fait que dans les sources d'eau, quand on regarde au niveau des vallées, il y a moins d'eau parce que l'eau, finalement, ne fait que passer alors qu'on a besoin de cette eau qui doit s'infiltrer. C'est cette eau, justement, cette façon. La culture, l'agriculture, il y a le bois, le boisement, il y a aussi la façon de faire l'agriculture. On doit changer nos méthodes d'agriculture pour passer à des méthodes qui retiennent d'eau. On couvre la terre au lieu de retravailler, labourer la terre chaque fois, on couvre la terre, l'eau s'infiltre, et même s'il y a peu d'eau, l'eau va rester. C'est de cette façon qu'on va faire l'agriculture, et en même temps, dans les vallées ou il y aura de l'eau aussi qui va, que les paysans ou les d'autres vont puiser, parce qu'on parlait de l'eau pour les citadins, mais aussi parlons de l'eau pour les gens qui sont à la campagne, qui n'ont pas besoin, qui ne vont pas avoir des robinets chez eux, mais qui vont à la source. La source, c'est l'eau qui vient des montagnes, donc il faut qu'il y ait aussi l'eau qui vienne des montagnes. Donc il y a les deux problèmes surtout à régler, ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Il y a toujours des solutions pour les deux. Alors Malik, cette gestion intégrée des ressources en eau, c'est quand même un concept occidental à la base. Est-ce que ça s'applique bien aux pays africains? Est-ce que les pays africains sont prêts à appliquer un tel concept? Il y a une difficulté majeure. C'est, je pense, faire conscience aux populations, justement parce que dans la gestion intégrée, il y a aussi faire conscience aux populations de la rareté de l'eau. Il y a cette difficulté-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des États qui, je dirais, ont les capacités financières de mener justement tous ces projets qui sont relatifs à la gestion intégrée. Donc oui, effectivement, ça peut s'adapter, mais ça mettra du temps. Et pourtant, je partage le tableau qui a été dressé par Gratien et Samuel en Afrique. Il faut absolument avoir des nouvelles politiques en ce sens-là. Nous avons des capacités hydriques phénoménales en Afrique. Nous avons des solutions pour les pays qui vivent en stress hydrique, la désalinisation de l'eau de mer. Il y a des solutions. Il faut véritablement une volonté politique, une volonté publique. Parce que l'eau, finalement, si vous ne la maîtrisez pas, vous ne pourrez jamais développer un pays. Parlons de l'agriculture. Si vous voulez faire de l'autosuffisance alimentaire, si vous voulez y parvenir, si vous ne maîtrisez pas l'eau, comment vous voulez justement faire des cultures, permettre à la population de satisfaire leurs besoins alimentaires? C'est impossible. Comment voulez-vous, si vous n'arrivez pas justement à distribuer l'eau dans les villes et dans les campagnes, comme vient de le souligner Gratien, comment voulez-vous que la population puisse se développer correctement, ne pas être justement exposée aux défis, aux problèmes sanitaires qui peuvent être, dont les conséquences peuvent être dramatiques et donc déstabiliser aussi le volet social. Donc effectivement, elle est difficile, hein, cette intégration, justement, ce concept-là, parce qu'il est nouveau en Europe. Hein, et il n'est pas tout le temps, je dirais, effectué de manière efficiente. C'est aussi compliqué, parce qu'il faut réunir tous les acteurs. Samuel parlait justement de la nécessité d'avoir des opérations multisectorielles et qui rassemblent tous les acteurs. C'est pas évident déjà en Europe. Alors en Afrique, imaginez-vous bien que quand vous êtes dans des pays qui sont en phase d'un développement, qui viennent de commencer leur croissance économique, il est difficile aussi de planifier cela. Je suis quand même optimiste. Je pense que cette notion-là, qui est nécessaire pour prendre en mesure la rareté de l'eau, parce que l'eau c'est une denrée rare qui pourra plus tard malheureusement causer des conflits.
et on le sait très bien, entre les États. Donc j'espère que cette notion-là va se mettre davantage en place dans les pays africains pour ne pas avoir ces mêmes problèmes qu'on voit ailleurs, où des États, finalement, essayent stratégiquement de maîtriser l'eau, d'en avoir plus que son voisin, parfois, pour justement se développer davantage. Donc j'espère qu'en Afrique, on saura résolver ce problème pour ne pas justement tomber dans un cercle vicieux. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le Mali a été frappé de nouveau ce vendredi par le terrorisme. L'hôtel Radisson, situé en plein cœur de Bamako, la capitale, a été attaqué par plusieurs hommes armés qui ont pris en otage les clients, mais aussi le personnel de l'hôtel. Pas de bilan humain officiel pour l'instant, mais la prise d'otage est terminée. Et la lutte antiterroriste était au cœur d'un sommet de 5 chefs d'État qui a eu lieu ce vendredi au Tchad, le sommet du G5 Sahel. Il s'agit d'une nouvelle organisation qui réunit le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.